Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur les outils de base du Lean. Alors, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein d'XL Group et aujourd'hui la session sera animée par deux de nos consultants, avec tout d'abord Cyril Bourgeon, consultant donc senior Black Belt Lean, et nous avons aussi Laurent Berger qui est également consultant senior Black Belt Lean. Alors, sachez que vous pourrez donc poser vos questions tout au long de la session via le module de chat qui se situe en bas à droite de votre écran et nous garderons à peu près 15 minutes à la fin pour y répondre. Concernant les slides, ils vous seront envoyés dans la journée et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet d'ici quelques jours. Alors, en introduction, je vais brièvement vous présenter la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble et Rennes et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant donc laisser la parole à Laurent et à Cyril et je vous retrouve en fin de session. Je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous allons passer une heure ensemble, pendant laquelle nous allons développer les outils de base du Lean. Donc, nous allons aborder cette webconférence en 6 étapes. La première, ce sera de parler des bases du Lean, c'est-à-dire revenir un peu sur les fondamentaux du Lean Manufacturing, de même que sur ce qui va nous permettre de déployer une démarche, donc ce sera le point numéro 2. Et puis ensuite, nous aborderons un peu plus les outils, à commencer par les outils d'amélioration du flux. Puis ensuite, nous aborderons les outils d'amélioration de la variabilité. Et puis en fait, le Lean ne serait que des outils s'il n'y avait pas de management et donc de pilotage. Et donc nous aborderons au point 5 les outils de pilotage. Après quoi, nous vous laisserons la possibilité de poser des questions tout au long de cette webconférence et nous accorderons un dernier quart d'heure pour répondre à ces questions. Merci. Donc nous allons commencer par ce qu'est le Lean en fait au tout départ. Le Lean, il a tout d'abord pour vocation de réduire les délais. Ça c'est la vocation première du Lean avec, bien évidemment, pour réduire les délais, nous avons besoin de réduire toutes les causes de variabilité, au premier rang desquelles nous allons trouver la non-qualité. Donc l'objectif, ensuite, tout au long de notre process, c'est d'améliorer la qualité. Et en améliorant la qualité, eh bien, de fait, nous allons également améliorer nos coûts. Et puis, quand on parle de Lean, le Lean, c'est de la valeur. C'est la valeur. Nous allons créer de la valeur. Nous allons tout au moins, dans un premier temps, nous focaliser sur ce qu'est la non-valeur ajoutée. Nous allons déployer, nous allons développer cet élément un peu plus tard dans la présentation. La non-valeur ajoutée, eh bien, ce sont des gaspillages. Alors, donc, nous avons pour coutume de présenter les gaspillages en disant nous avons 7 gaspillages. Et ces 7 gaspillages, nous en avons rajouté un, qui est tout simplement le fait d'utiliser l'intelligence collective, parce que le Lean sans les hommes du terrain ne serait pas le Lean, ce serait qu'une démarche purement théorique. Donc, le premier de ces gaspillages, eh bien, c'est les mouvements inutiles. Et donc, quand nous parlons de mouvements inutiles, c'est tout ce qui va nous amener dans notre processus à nous déplacer de façon inutile, que ce soit les hommes, que ce soit les équipements, que ce soit les matières. Le deuxième, ça va être tout ce qui va être attente. Alors, autant les attentes des personnes que les attentes des machines. Donc, toutes les problématiques de panne, on va les regrouper dans ce type de gaspillage. Parce que les attentes aussi qui vont être liées aux recherches et donc d'essayer de supprimer toutes ces problématiques d'attente. En troisième point, nous allons aborder les défauts. Eh bien, tout à l'heure, Cyril vous présentera parmi les outils de Lean le fait que le Lean est basé sur 2 piliers, et l'un de ces piliers est ce que nous appelons le JDOKA, c'est-à-dire la chasse à la non-conformité, donc le bon du premier coup, arriver vers le bon du premier coup, et pour ça, eh bien, nous allons traquer tous les défauts tout au long de notre processus, quels que soient les défauts, que ce soit des défauts sur des produits, de la non-qualité qui peut être reçue par le client, mais également, quand on parle de défauts, ça va être des défauts de fonctionnement des machines, des équipements qui, sans pour autant, qui peuvent ne pas nécessairement générer de défauts sur le produit, mais qui vont nous bloquer dans le processus et qui donc vont nous générer de la variabilité. Alors pour les défauts, moi j'ai l'habitude de dire aussi tout ce qui va commencer par refaire, relancer, rappeler, etc. Retoucher.
On va avoir toutes les opérations inutiles et globalement les choses qu'on fait en se disant mais je fais, mais pourquoi, à quoi ça sert, est-ce que je me rappelle encore le pourquoi je suis en train de faire ça, et globalement de se dire des fois on a des choses à faire et on ne sait plus pourquoi on fait, donc ça va nous créer pas mal de variabilité, et donc on va essayer d'identifier aussi ces choses-là. Et n'oublions pas que lean, ça veut dire maigre. Et quand nous sommes sur des opérations inutiles, vous savez qu'un des grands classiques, c'est nous avons un problème qualité, eh bien nous allons rajouter des opérations de contrôle. Et bien toutes ces opérations de contrôle deviennent petit à petit finalement des opérations qui sont fondamentalement inutiles si nous maîtrisons le processus. Donc nous en arrivons ensuite à la surproduction, qui consiste dans un premier temps à piloter notre ordonnancement, piloter la fabrication, de sorte à ne produire que le juste nécessaire. Parce que si nous ne produisons pas que le juste nécessaire, eh bien de fait, nous allons arriver au 6e gaspillage, Cyril. Qui va être le stock. Alors, le stock n'est pas un gaspillage, c'est le surstock qui devient un gaspillage, parce que zéro stock ou pas assez de stock, ça devient encore pire. Mais en fait, finalement, ces surproductions vont nous générer des surstockages ou des surproductions de commandes. On va commander trop et finalement, on va avoir un problème on va manquer de place. Va falloir reconstruire les entrepôts, et puis quand on a trop de stock... Eh bien, généralement, ça veut dire que tout simplement notre processus n'est pas maîtrisé parce que les stocks ne servent qu'à une seule chose, c'est masquer les problèmes, cacher les problèmes. Donc si nous réduisons notre niveau de stock, nous allons faire apparaître les problèmes et là nous allons être dans une démarche d'amélioration. Et donc nous en arrivons ensuite au 7e gaspillage, qui sont les transports inutiles. Et dans notre environnement, nous allons avoir, en particulier dans un environnement industriel, nous allons trouver des déplacements de matière, des déplacements d'outillage, etc., etc. Et plus ces déplacements sont importants, eh bien, forcément, plus c'est du temps passé sur ces déplacements, mais aussi déplacement nécessite circulation. Circulation nécessite surface. Donc plus nous avons de déplacements, plus nous allons utiliser de surface pour ces déplacements. Et donc l'objectif de ce MOODA, c'est bien d'optimiser notre espace. Et puis donc on revient à ce que Laurent a introduit tout à l'heure, la partie d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va utiliser aussi les ressources du terrain de ceux qui font et donc de ceux qui savent exactement les différentes problématiques de leur quotidien, pour essayer par le standard, d'essayer de collecter les meilleures pratiques pour essayer de faire en sorte de pérenniser nos actions, améliorer notre formation, les processus de formation, mais surtout et aussi pour limiter la variabilité pour nos clients. Et ensuite, nous en arrivons à une autre définition, qui est la définition des nuisibles. Notre objectif avec le lean, c'est de réduire tout ce qui peut être nuisible dans nos processus. Donc là, la première étape, c'est de travailler sur ce que nous appelons les MOODA, donc ce sont les 7 gaspillages que nous venons de développer. Là, l'objectif, dans un premier temps, c'est d'apprendre à voir ces gaspillages. Donc une des premières étapes dans le lean, c'est d'apprendre à voir, d'apprendre à regarder nos processus. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de data à ce niveau-là. C'est quelque chose qui peut être fait simplement, facilement, par tout le monde. Et l'autre point, c'est que ça nous permet aussi de nous étalonner et ensemble, collectivement, dans une équipe de direction, par exemple, de partager ce que nous voyons et de petit à petit définir nos attentes. Donc là, nous avons parlé des MOODA, mais il y a ce que nous appelons également les MOURA. Alors les MOURA, tout simplement, c'est ce qui va nous amener de la variabilité. Là, tout à l'heure, on a vu des gaspillages, on va dire qu'on va associer à la non-valeur ajoutée. Et bien là, dans les MOURA, nous allons faire en sorte d'identifier et d'anticiper dans nos processus tout ce qui peut nous amener de la variabilité. Donc là, on va aborder un peu plus les outils statistiques. On parle de dispersion notamment. On va parler de dispersion, on va vérifier si nous avons des causes normales, des causes assignables sur nos processus, de sorte à ce que quand nous avons une variation, nous soyons capables de dire oui, cette variation est normale, je vais la maîtriser, ou alors non, là je commence à avoir une dérive qui n'est pas normale, et donc là il faut que j'anticipe, potentiellement que j'arrête mon équipement, tout simplement pour le remettre au niveau. Troisième nuisible, ce sont les MOURI. Eh bien évidemment, quand nous avons une activité dans laquelle il y a beaucoup de retouches, beaucoup de déplacements,
eh bien, ça génère de la suractivité, ça va générer du stress. Donc l'objectif, c'est en travaillant, en réduisant les MUDA, en faisant en sorte de réduire notre variabilité, eh bien tout simplement que nous réduisions nos MURI, c'est-à-dire que nous ayons moins de suractivité et que nous ayons du personnel qui travaille avec tout simplement moins de stress. Nous arrivons ensuite au principe d'action du Lean. Eh bien, on l'a abordé tout à l'heure quand on vous a présenté les 7+1 gaspillage. Le 8e gaspillage, c'est l'intelligence collective. Eh bien, un des fondamentaux du Lean, c'est bien évidemment de travailler avec notamment, bien évidemment, les gens du terrain. Il n'y a pas de gourou du Lean dans une entreprise. Le Lean, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien, collectivement, sur le terrain. On est dans le concret. On ne fera jamais rien seul dans une démarche Lean. C'est évidemment de travailler sur le juste nécessaire. On essaie d'être agile le plus possible. On va utiliser le meilleur outil en fonction de nos problématiques, mais notamment quand nous allons aborder notamment la résolution de problèmes. Ça ne sert à rien de déployer toute une méthodologie de résolution de problèmes pour des choses qui peuvent être réglées immédiatement sur le terrain à un horizon très court. Donc on va toujours utiliser le juste et nécessaire en termes également d'outils. Et puis un des principes fondamentaux également, c'est la remise en cause permanente. Si nous ne sommes pas capables de nous remettre en cause au quotidien, eh bien, nous ne serons pas dans une démarche objective. Nous allons, finalement, nous cacher les problèmes. Et donc, si nous cachons les problèmes, nous ne serons pas dans une démarche d'amélioration. Je vais donc passer la parole à Cyril, qui va aborder avec vous les outils au service d'une démarche. Alors, une des choses importantes et un peu paradoxales, c'est que là, on vous fait une petite webconf sur les outils de base du Lean, mais j'ai envie de vous dire que si vous voulez louper une démarche Lean, vous n'utilisez que les outils, vous êtes sûr de les louper. En fait, une démarche d'amélioration continue, c'est une logique qui se veut le plus globale possible. On va regarder l'ensemble de l'organisation, de l'entreprise et son système de management. Et les outils qu'on va utiliser sont que des choses qui vont être au service de la démarche. On voit énormément d'entreprises quand on fait du conseil qui ont eu des phases où on nous dit bah oui, on a lancé du Lean mais ça n'a pas marché. Et ben en fait c'est systématiquement à peu près la même chose, c'est qu'en fait on a utilisé quelques outils mais on n'a pas mis la philosophie qui allait autour de l'utilisation de ces outils. Et ça c'est un point très très important qui a à prendre en compte, que le Lean ce ne sont pas que des outils. C'est surtout une philosophie de comprendre, d'apprentissage et de démarche vraiment collective. Un état d'esprit. Donc voilà, donc on a l'organisation, le management et des outils adaptés qu'il faut savoir utiliser. Et souvent, ce qu'on dit en fin de formation, le plus dur commence après la formation, c'est de savoir justement utiliser les outils à bon escient et pas faire un peu, comme je vous disais tout à l'heure, le juste nécessaire dans les outils aussi, quoi. Alors, on a parlé un peu tout à l'heure, donc on va résumer finalement le Lean avec deux piliers. Le premier pilier, c'est le pilier du juste à temps, où là, on va regarder le flux. Le but, comme on l'a dit, ça va être de réduire les délais, donc finalement d'accélérer le flux. Toute accélération du flux va être un bénéfice pour l'entreprise. Donc, on va essayer de lisser le flux, on va essayer d'équilibrer les différentes tâches des différentes personnes, et puis, dans une certaine mesure aussi, quand c'est possible, de pouvoir tirer le flux. On verra cette notion de flux tiré un peu plus tard. Le deuxième pilier, c'est le JIDOKA, qu'on peut aussi dire le bon du premier coup. Le JIDOKA, sa philosophie, c'est un peu de refuser intrinsèquement les problèmes de qualité et les variabilités du système. Donc, on va améliorer les fiabilités de nos équipements, mais aussi des différentes personnes et des différents collaborateurs, améliorer la régularité, la reproductibilité du système. Et ces deux piliers sont basés sur donc une chasse au gaspillage permanente, c'est-à-dire que dans la philosophie, on va essayer d'infuser cette notion de cette gaspillage à l'ensemble des collaborateurs pour que l'ensemble des personnes apprennent à voir les mêmes choses et puissent partager leurs problématiques ensemble.
une fois qu'on a fait nos chasses à gaspillage, on a des standards, on a des règles du jeu qui vont nous donner nos étalons pour pouvoir constater des écarts ou pas, et puis lancer des démarches d'amélioration. Et donc, on va retrouver nos 4 axes de performance qu'on peut attendre de démarche Lean, de travailler sur la sécurité, alors qu'on va mettre en premier lieu, parce qu'on ne peut pas demander à des gens de s'épanouir dans un environnement où on ne travaille pas en sécurité ou en sérénité. Et la qualité et le délai, donc là, ça va être pour nos clients. Finalement, ils attendent de la qualité et du délai. Et le coût se met en dernier, donc on parle de SQDC, parce que c'est pareil, on revient encore une fois à la philosophie où on considère que le coût va être une résultante de l'amélioration de la sécurité, qualité et délai. C'est-à-dire que si on veut prendre une démarche par la réduction des coûts, il n'est pas impossible qu'on fasse quelques impasses sur la qualité ou les délais, ou voire la sécurité. Donc c'est pour ça, philosophiquement, c'est important de le mettre en dernier. Ça ne veut pas dire qu'on le met de côté, mais philosophiquement, c'est important de le mettre après. Et donc, on va avoir un certain nombre d'outils qui vont être au service de ces démarches. Donc, des outils qui vont apprendre à voir, donc le 5S, les indicateurs, la supervision active et le management visuel. Des outils qui vont nous permettre de travailler sur les flux, donc la VSM, l'analyse de déroulement, le diagramme de flux, le diagramme spaghetti, les Kanban, etc. Et puis des outils qui vont nous permettre de réduire un peu nos variabilités, et tout ce qui va être méthode de résolution de problèmes et puis des trompeurs qu'on verra un peu plus tard. Donc ensuite, on va rentrer un peu dans le détail de ces outils et on va commencer de parler un peu des outils de l'amélioration du flux. Alors, comme l'a souligné Laurent tout à l'heure, un flux, alors quel qu'il soit, ça commence d'un côté et ça finit de l'autre, alors ça, de l'enregistrement d'une commande jusqu'au paiement de la facture. Et un des initiateurs du Lean, qui était Taishi Uno, avait l'habitude de dire c'est cash to cash, hein, c'est-à-dire c'est en fait de la commande, le but c'est d'être payé le plus vite une fois. Donc on va essayer de réduire le temps de traversée de ce flux. Et donc finalement, on va essayer d'identifier quelles sont les étapes à valeur ajoutée dans nos processus et de faire en sorte de réduire toutes les causes de non-valeur ajoutée pour essayer de réduire nos délais opérationnels ou nos temps de traversée. Donc c'est ça un des objectifs de la démarche, ça va être d'accélérer le flux par différents chantiers qu'on appelle des Kaizen, des chantiers d'amélioration continue, qui soient industriels ou services. Alors les différents outils qu'on va voir, on va parler de la VSM, on va voir l'analyse de déroulement, l'équilibrage, le takt time, les implantations, le SMED et le flux tiré. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail forcément de tous les outils, on n'aurait pas le temps, mais on va essayer de survoler un peu ces différents outils pour essayer de voir un peu dans quel cas on peut les utiliser. Alors le premier, c'est la VSM et le diagramme de flux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Value Stream Mapping, donc la cartographie du flux de valeur et le diagramme de flux sont deux outils qui vont nous permettre de faire une observation du flux actuel, de discriminer ce qu'on appelle la valeur ajoutée et les non-valeurs ajoutées, donc quelles sont les tâches ou les étapes à valeur ajoutée et les autres, pour avoir, parce que forcément comme on est en intelligence collective, on fait ça de façon commune avec des équipes, de partager une même représentation. Et ça, c'est un côté très important. C'est à un moment pouvoir se dire, est-ce qu'on est bien d'accord, c'est bien comme ça que ça se passe actuellement chez nous. Et c'est le début de la démarche de changement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une acceptation du problème, de comprendre quel est le pourquoi, parce qu'autrement c'est un peu difficile d'expliquer pourquoi on va changer. Donc il faut partager une représentation commune. Et derrière ça, finalement, on va identifier des potentiels d'amélioration pour progressivement aller vers une vision cible de l'activité. Et c'est ce qui va nous permettre pour en gros, se dire l'année prochaine, voilà les différents chantiers qu'on va avoir à mener. Et puis,
les phasages, ce qu'on appelle les feuilles de route ou les roadmaps. Donc c'est des représentations graphiques. La VSM, c'est des choses qui sont quand même globalement assez standardisées, où on va graphiquement voir notre processus de transformation. Alors, de matière, on peut retrouver des VSM dans le service sur des flux de production, de commandes, de devis, ce genre de choses. Bon, c'est quand même des choses qu'on rencontre quand même beaucoup plus souvent dans la production. Et puis l'autre outil, le diagramme de flux, on va finalement faire une cartographie des différents acteurs et des différentes étapes pour bien identifier le qui fait quoi. Et on a souvent des surprises quand on fait ces diagrammes de flux, du style « Ah, tu fais ça moi aussi, mais plus tard » ou « Ah, moi, ça, en fait, ce que tu fais, j'en ai pas besoin. » Enfin, ça, c'est des choses assez intéressantes de ce côté-là aussi. Donc là, on va avoir des représentations un peu macroscopiques de nos processus qui vont nous permettre de lancer un certain nombre de projets d'amélioration dans les mois ou l'année à venir, tout dépend de l'ampleur des dégâts. Et on pourra ajouter qu'on ne regarde pas les procédures ou les gammes quand on fait ça. On regarde vraiment à la réalité du terrain, d'où l'importance de le faire avec les acteurs, ceux qui font chacune des opérations. Exactement. Tous les acteurs du processus doivent être présents pour décrire qu'est-ce qu'ils font en réalité et pas ce qui est écrit dans la procédure. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut avoir une analyse un petit peu plus micro d'une activité où on va regarder sur une étape les différentes tâches. Donc là, on va rentrer un peu plus, on va commencer à zoomer pour que ce soit un flux physique ou un flux qu'on appelle transactionnel, donc en gros de service, d'identifier les différentes étapes à valeur ajoutée et les non-valeurs ajoutées et globalement commencer à catégoriser nos typologies de gaspillage. Donc on va identifier ce qui est opération, les transports, les contrôles, les attentes et les stockages. Et pour se poser les questions de qu'est-ce qu'on peut supprimer, parce que je vous rappelle qu'il n'y a rien de plus inutile que d'améliorer quelque chose qui peut être supprimé. Donc on va se poser la question, est-ce que cette tâche, je peux la supprimer? Est-ce que je peux la permuter? Est-ce que je peux la combiner, la grouper avec une autre tâche? Et puis, est-ce que je peux faire une amélioration? Donc voilà. C'est des choses qui ont une représentation qu'on peut grouper avec un diagramme spaghetti, comme on voit à côté, où on va voir des déplacements. Et puis, quand on a plusieurs représentations de différents postes l'un à côté de l'autre, d'identifier dans les différentes activités de notre processus comment se répartissent nos activités, puis de se rendre compte que les parts de valeur ajoutée, des fois, ne sont pas forcément les plus importantes et sont un peu loin de ce qu'on pensait. Donc on va commencer d'objectiver, de factualiser un petit peu nos temps et nos typologies de processus. Alors, une fois qu'on a bien catégorisé nos processus, on peut se poser la question, est-ce que je vais pouvoir travailler, est-ce que j'ai un processus qui est en lien avec mon takt time? Alors, c'est quoi le takt time? Le takt time, c'est une représentation de la demande client. Donc, on va retrouver le temps disponible que l'on a pour produire, c'est-à-dire on travaille sur une journée ou sur une semaine, etc. Et on va voir la demande client que l'on a pendant ce laps de temps et cette période de temps. Et ça va nous donner, donc le temps disponible sur la demande client, un temps pour lequel il faudrait essayer de se caler et faire en sorte que nos différentes étapes de processus soient équilibrées par rapport au takt time. Donc, le petit graphique qui est ici, on voit donc que notre poste A est super au takt time. Donc en gros, ça veut dire une chose, ça veut dire que notre processus ne sera pas capacitaire si on n'est pas capable de produire en fonction de la vitesse de la demande client. Donc voilà, donc on va essayer de faire en sorte d'équilibrer les tâches et d'avoir une meilleure répartition de nos activités une fois qu'on aura évidemment enlevé les parties rouges, donc les parties à non-valeur ajoutée. Alors juste pour information, les parties roses, c'est ce qu'on appelle des non-valeurs ajoutées de processus. C'est les choses qu'on a identifiées comme étant un gaspillage, mais que compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques ou de nos processus, on est quand même obligé de garder un peu.
Donc voilà, donc il ne faut pas les oublier parce que si on est trop dogmatique et qu'on s'aligne que sur la valeur ajoutée, bah, ça va marcher sur le papier, mais une fois sur le terrain, bah, ça ne marchera plus. Donc voilà, donc le deuxième graphique, c'est un équilibrage de la valeur ajoutée plus des gaspillages ou des non-valeurs ajoutées de processus pour se caler par rapport à la demande client. Donc là, on va avoir des processus qui vont être équilibrés et on va pouvoir travailler de façon synchronisée entre les différentes étapes. De ces différentes étapes et de ces équilibrages, bah, dans certains cas, on va pouvoir se poser la question, bah, est-ce que je peux monter une cellule de production, travailler sur différents postes à une personne ou deux personnes en fonction de mes takt time, parce que le takt time, la demande client, elle peut évoluer dans le temps, on peut avoir de la saisonnalité, et donc pour garder une productivité constante, bah, il faut imaginer de pouvoir travailler à des takts différents, et pour pouvoir, dans un minimum de place, plutôt que de multiplier les postes de production, de travailler à plusieurs dans le même endroit, sachant que je vous rappelle une chose fondamentale, c'est pas en multipliant le nombre de personnes qu'on accroît la productivité. Donc si vous mettez juste une deuxième personne sur un poste qui ne vous a pas été organisé, vous n'allez pas multiplier la productivité par deux. Donc c'est des choses qui s'organisent, qui se standardisent, et qui se préparent un petit peu en amont. Donc d'où les deux fiches d'équilibrage que vous voyez à droite, c'est le qui fait quoi, qu'on travaille à 1 ou quand on travaille à 2. Donc là, c'est de la mise en cellule et de l'équilibrage pour garder notre productivité. Un autre outil, c'est la partie SMED. Alors SMED, ça veut dire Single Minute Exchange of Die. Alors, la question habituelle, c'est die, ça veut dire quoi? Non, ça ne veut pas dire mort, ça veut dire matrice ou outil. Donc, en fait, à l'origine, c'est le changement d'outil de matrissage en moins de 10 minutes, donc single minute. En fait, c'est le changement de série. Alors, changement de série en production, mais aussi on peut faire de la changement de série quand on est dans l'informatique, entre des personnes, par exemple, même personne qui ferait du développement, mais aussi du ticketing. En combien de temps il passe d'un environnement à l'autre, mais c'est quand même globalement des choses qu'on va rencontrer aussi dans l'industrie. Ici, j'ai un cas aussi à l'hôpital. L'hôpital, entre un patient qui part d'une chambre et le nouveau patient qui arrive, combien de temps il va se passer? Donc, on va faire en sorte de réduire ces laps de temps pour augmenter la disponibilité de l'équipement. Et donc, on va se poser la question, combien de temps ce qui se passe entre la dernière pièce bonne jusqu'à la première pièce bonne à vitesse nominale. Donc on va faire une démarche de SMED, et le SMED a deux objectifs. Le premier, ça va être soit de gagner en capacité, c'est-à-dire la réduction de nos parties rouges, le changement de série nous permet de passer plus de temps à produire des pièces, ou alors de faire plus de séries différentes, donc on va augmenter le nombre de changements de série pour gagner en flexibilité. Donc pour faire un SMED, on va avoir différentes étapes, on va essayer d'identifier nos différentes étapes, on va les classer entre ce qui va être interne ou externe, on va essayer de convertir un maximum de choses internes en choses externes pour essayer d'anticiper un maximum de choses, puis après on va se poser la question, ok, maintenant qu'on a bien ventilé tout ça, est-ce que je pourrais améliorer les choses et est-ce que je pourrais réduire tous ces temps, autant interne que externe. Sachant que interne, c'est le moment où l'équipement est forcément arrêté, où il ne peut pas produire. Donc l'idée, c'est d'essayer d'externaliser un maximum de choses pour anticiper les préparations, les approvisionnements, etc. Le pré-réglage. Tout ce qui est pré-réglage, etc. Et donc évidemment, il y a un standard. De toute façon, tout ce qu'on dit à la fin, il y a un standard. Donc à la fin d'un semaine, on écrit un standard du qui fait quoi, dans combien de temps, et on met sous contrôle avec un indicateur de temps de changement de série. Ensuite, on va se poser la question, maintenant qu'on a un flux qui est à peu près sous contrôle, de se poser la question comment je pourrais tirer mon flux. Alors, tirer le flux, ça veut dire de produire en fonction de la demande. C'est-à-dire que c'est un appel par l'aval, c'est le client qui va, en fonction de sa consommation,
demander la production du flux amont. Ça va avoir comme principale vertu de maîtriser les encours, maîtriser les temps de traversée de nos processus, donc réguler nos niveaux de stock, et puis ça a aussi simplifier la gestion. Donc il y a deux grandes familles d'outils. On va avoir la famille, ce qui va concerner le Kanban, alors des Kanban un peu génériques, on a une liste de tâches à faire et puis entre deux tâches, on va retrouver 3 emplacements. Donc c'est le premier graphique que vous voyez avec le FIFO. Et puis quand il y a un emplacement de vide, on va produire la production suivante qui est dans la liste. Où on a le système de Kanban, où quand on a un carré marron qui est consommé, on va reproduire un carré marron. Donc on va recompléter finalement l'outil on va compléter ce qui a été consommé. Donc ça, c'est des choses historiques, puisque finalement, le Kanban, c'est une des premières choses qui a été mise en place par Toyota à l'origine pour visualiser le flux tiré. Alors, le Kanban a une énorme vertu. Le flux tiré a une énorme vertu. Comme beaucoup de choses dans le Lean, ça apprend à voir. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir des problématiques dans votre système, votre Kanban, vous allez le mettre en souffrance. Et donc, comme on dit chez nous, chic, un problème, on va pouvoir apprendre quelque chose et commencer à rentrer dans l'amélioration continue. Donc le Kanban, ça sert évidemment à maîtriser ses encours, mais c'est un très bon outil pour apprendre à voir les variabilités qu'on va avoir dans notre outil de production. Alors quelque chose qui se développe de plus en plus, et je vous invite, si vous êtes concerné, à vous renseigner un peu, depuis quelques années, se développe en France, qui est assez leader sur ce domaine-là, une méthodologie qui s'appelle le Demand Driven MRP. Donc en fait, on va être sur une production à la demande, par finalement placer dans notre système de production un certain nombre de buffers, donc c'est le symbole avec les 3 couleurs. Et ces buffers vont avoir comme vertu de protéger mon flux des à-coups qu'on pourrait avoir dans le système. Donc on va positionner ces buffers de façon stratégique, c'est-à-dire le but c'est pas en mettre n'importe où, et surtout pas partout. Dimensionner, mettre en place ces buffers et les dimensionner pour qu'ils soient robustes, parce que le but c'est quand même d'encaisser les à-coups, de les ajuster en fonction de ce qui va se passer, des saisonnalités, des fermetures fournisseurs, etc. Et puis derrière, on va commencer de tirer nos processus en fonction d'un mix entre de la prévision et de la demande réelle. Et ça a une vertu assez importante qui, moi, suis assez proche de la santé au travail. Ça a une énorme vertu pour ceux qui font de la planification, qui des fois doivent gérer, prendre des décisions entre la peste et le choléra, faire des choix impossibles. Donc là, c'est des choses qui sont très graphiques et qui leur permettent d'éviter les choix et les choses trop complexes. Et donc du coup, de les amener vers autre chose, plutôt se poser des questionnements de dimensionnement de buffer. Donc, si vous êtes plus intéressé par ça, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 3 formateurs maintenant, 3 consultants formés au DDMRP, donc où on peut vous accompagner dans ces sujets-là. Donc on va avoir maintenant les outils de l'amélioration de la variabilité. Merci Cyril. Donc maintenant, effectivement, nous allons aborder l'amélioration de la variabilité. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure en introduction, la variabilité, c'est ce qui va nous empêcher finalement de maîtriser correctement notre processus, c'est ce qui va nous empêcher d'avoir une planification de production qui soit stable, solide. Et donc, effectivement, par rapport au dernier sujet que vient d'évoquer Cyril, on sait que de toute façon, malgré tout, tous les efforts que l'on fera, la production, ou on va dire la vie industrielle au sens large, est toujours faite malgré tout de petits problèmes du quotidien. Et donc les petits problèmes du quotidien, l'objectif c'est qu'il y en ait quand même malgré tout le moins possible. Et si on fait le lien avec la DDMRP, c'est que quand bien même il pourrait y en avoir, nous avons segmenté notre processus pour qu'il ne puisse pas se diffuser. Donc nous arrivons
maintenant à l'optimisation de la qualité qui va commencer d'abord par le standard de travail. Cyril nous a souvent parlé de standard. Le standard, c'est ce qui va nous permettre à chaque fois de formaliser ce qu'est la meilleure façon de faire du moment. Ce standard, bien sûr, il évoluera au fil des améliorations que nous apporterons tout au long de nos processus, mais le premier objectif du standard, c'est justement que l'on fasse de façon répétable. Si j'ai un standard qui est bien défini, quelle que soit la personne qui réalisera l'opération, eh bien, on la réalisera de la même façon. Donc on aura moins de variabilité. Et donc un standard, ça se formalise, ça se rédige avec les opérateurs, avec ceux qui font l'opération. Ce n'est pas uniquement, bien sûr, le chef qui va rédiger le standard, ce serait la meilleure façon d'être à côté. Donc on va prendre les meilleures pratiques avec ceux qui pratiquent. Et donc on va formaliser, étape par étape, on va faire en sorte d'être le plus visuel possible, en apportant des photos, en apportant des schémas, de sorte à ce qu'il y ait le moins d'ambiguïté dans les opérations. On passe ensuite au 5S. Et le 5S, eh bien, c'est là aussi un des outils fondamentaux, et on en parle très souvent, bien que ce soit quelque chose finalement d'assez simple, c'est du gros bon sens. Et le 5S, c'est tout d'abord, on va commencer par éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui va encombrer notre poste de travail, qui finalement est en premier lieu déjà un premier élément qui peut amener à perturber le poste et avoir des environnements qui ne sont pas sécuritaires. Et une fois qu'on a trié ce que l'on veut garder sur le poste, eh bien on va le ranger, on va décider ensemble comment on va le ranger pour que ce soit fonctionnel. Puis ensuite on va nettoyer ce que l'on veut garder, nettoyer et évidemment réparer, parce qu'il ne suffit pas de garder, il faut aussi que ce soit en bon état. Et donc là on arrive à la première étape finalement de l'automaintenance, quand on parle de maintenance. Une fois que l'on a fait tout cela, eh bien on est d'accord, on standardise notre meilleure pratique du moment. Et donc là, nous sommes collectivement d'accord pour agir de cette façon. Et la dernière étape, c'est respecter, et là on arrive sur le management, c'est le rôle du management finalement, que de s'assurer que les standards sont bien respectés tout au long des opérations. Alors, juste ajouter un point, le standard n'est pas un outil de nettoyage et de balayage, le 5S, c'est un outil d'amélioration de l'efficience de vos processus. Le but, c'est de moins chercher, et c'est je range, tu trouves, le 5S. Donc voilà. Donc on range tous de la même façon, pour tous travailler de la même façon. Ensuite, nous allons arriver évidemment à la résolution de problèmes. Donc, qui dit problème de qualité dit résolution de problèmes. Et donc, un des gros outils que nous utilisons, c'est évidemment ce qu'on appelle la méthodologie 8D, qui va consister à faire en sorte que nous traitions les causes, qui nous assurer que nous avons bien identifié toutes les causes racines d'un problème pour finalement faire en sorte que le problème ne se répète pas. Et donc, dans cette méthodologie, eh bien, on va tracer, on va bien séquencer les choses pour être sûr de ne rien oublier. On va commencer déjà tout simplement par définir qui est capable de parler de ce problème et de l'environnement dans lequel il s'est produit. On va le décrire, et puis dans la mesure du possible, on va essayer de le reproduire. Le reproduire va nous permettre de nous assurer que nos hypothèses sont bien les bonnes, qu'on a bien identifié le bon problème. Et puis, quand on est tourné vers le client, et le lean est tourné vers le client, la première des choses, c'est de toute façon de sécuriser le client. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas résolu le problème, tant qu'on n'a pas trouvé les causes racines, eh bien, on va sécuriser. On va peut-être rajouter des contrôles supplémentaires pendant quelques temps, qu'on veut temporaire, mais comme nous sommes dans une démarche qui est structurée, eh bien, ces contrôles supplémentaires, nous les enlèverons quand nous aurons identifié les causes racines et traité ces causes. Traiter les causes, ça veut dire analyser le processus. Et donc là, on a d'autres outils qui sont inhérents à cette opération, analyse des causes, on va faire du diagramme 5M, on va se poser des 5 pourquoi quand on aura identifié les causes qui nous paraissent être les plus probables. Et puis ensuite, on va passer dans la phase d'action. La phase d'action, c'est on va définir qui fait quoi, à quelle échéance, et ensuite, on pourra traiter ces problèmes de façon pérenne. La différence avec le DMAIC, c'est que le DMAIC, finalement, c'est sensiblement la même chose. Simplement, on va dire que le séquençage des phases est un peu différent. Dans le D du DMAIC, on va trouver définir l'équipe, on va trouver décrire le problème. Voilà. Dans le M, eh bien, on va trouver, c'est la M qui correspond à mesure, eh bien, ça va être l'analyse des causes en grande partie, etc., etc. Et donc, les deux méthodes sont complètement
on va dire, cohérente. On pourrait parler de PDCA de la même façon. À la fin, ce sont simplement des séquençages. On y va avec un peu plus de dichotomie suivant les méthodes pour essayer de ne rien oublier et d'être le plus précis possible. Mais à la fin, l'objectif et la philosophie restent, les philosophies restent les mêmes. Ensuite, nous arrivons aux outils du Jidoka au sens faire bon du premier coup. Eh bien, parmi les bonnes pratiques, on parlait tout à l'heure de standards, on va retrouver le hockey démarrage. Le hockey démarrage, c'est je m'assure, avant de démarrer ma production, que de lancer ma production sur l'intégralité de la série, je m'assure que les premières pièces que je vais produire sont vraiment bonnes. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, au moins, ça veut dire que je commence dans un état qui est maîtrisé, qui est bon. Et puis ensuite, sur le processus, eh bien, je vais essayer de mettre en place des poka-yoke. Le poka-yoke, c'est ni plus ni moins que le détrompeur. Faire en sorte que c'est un système anti-erreur qui fera en sorte que ma pièce qui n'a pas de trou, par exemple, soit arrêtée et n'aille pas plus loin dans le processus. J'aurai quelque chose, une canule, qui me permettra de vérifier qu'il y a bien un trou. S'il n'y a pas de trou, j'éjecte la pièce. Ça, c'est du système anti-erreur. On va trouver London Cord. Alors on parle de corde parce que auparavant c'était simplement une corde qu'on venait tirer. Mais le système London, dans le principe, c'est s'assurer que j'ai bien quelqu'un qui soit là, à l'écoute des opérateurs pour agir, venir donner un coup de main quand j'ai une alerte, quelle que soit l'alerte. J'ai ma machine qui commence à dériver, j'ai une panne, j'ai un problème de qualité, eh bien je sais je vais donner un signal, je vais appeler pour avoir de l'aide immédiate. Le bac rouge, bien évidemment, c'est simplement bien identifier le conforme du non conforme, faire en sorte que le non conforme ne puisse pas se retrouver dans le flux du conforme, l'écarter définitivement pour qu'il n'arrive pas jusqu'au client. Et puis on parle après ensuite de Kamashibai. Alors les Kamashibai, c'est tout ce qui va être lié à des contrôles fréquentiels que l'on va essayer de rendre visibles. Donc c'est un tableau, on peut, voilà, à telle heure je dois contrôler mes pièces, ça dit un temps que je n'ai pas contrôlé, je suis en rouge, et quand j'ai contrôlé, je retourne ma carte, je suis en vert, ça veut dire que j'ai contrôlé. Donc ça évite simplement parfois de rédiger des choses qui n'ont pas besoin d'être archivées, mais qui permettent d'avoir un élément visuel au superviseur. Le superviseur, quand il passe, il voit que c'est fait, il ne se pose pas de questions. Et puis enfin, on arrive à l'analyse des données. Alors là, l'analyse des données, c'est tout simplement la data. Très souvent, on se retrouve dans des situations où on n'est pas sûr. Donc on va émettre des hypothèses. Donc la meilleure des façons pour éviter que nos résolutions de problèmes ne se transforment en café du commerce, parfois, c'est tout simplement d'aller regarder la donnée. Donc quelles sont les données qui sont disponibles? Là, on est factuel. Et puis là, on va analyser, on aura des outils statistiques qui nous permettront simplement d'avoir quelques tendances tout au long de notre résolution. Je vais ensuite passer la parole à Cyril qui va nous parler des outils de pilotage. Donc les outils de pilotage, le grand principe des outils de pilotage, c'est de passer d'un pilotage passif à un pilotage actif, c'est-à-dire arrêter de faire du reporting et de piloter en regardant le rétroviseur et passer vers quelque chose où on va être beaucoup plus dans l'anticipation et dans l'action, c'est-à-dire trouver des rituels et des choses, des indicateurs qui vont nous permettre d'aller le plus possible, être proche du terrain et d'être orienté action avec ses collaborateurs. Alors, on va avoir un certain nombre d'indicateurs et de rituels et on va parler de la journée type. Alors, dans les indicateurs, les grands indicateurs qui vont nous permettre de prendre l'état de santé de notre santé lean de notre organisation, on ne rentrera pas vraiment dans le détail de tous ces indicateurs, mais on va avoir le lead time qui va être le temps de traversée, combien de temps qui se passe entre un début et la fin de mon processus. Le TRS, donc en fait le rendement de ma machine, finalement, est-ce que j'utilise bien mon équipement, et surtout d'analyser les causes de non-utilisation de l'équipement, est-ce que c'est des pannes, des arrêts, des changements de série, des absences personnelles, etc., pour pouvoir aller dans l'amélioration. Le rendement qualité, là l'idée c'est de prendre pas que le taux de qualité des réclamations clients, mais de prendre tout au long du processus les taux de qualité de chaque étape pour faire un indicateur composite de l'ensemble de mon processus. Donc là où on va vers les indicateurs où on va se faire un peu plus mal. On va regarder le taux de service. En gros, notre capacité à répondre dans les temps à la demande de mon client, alors dans les temps au jour, à l'heure, tout dépend de notre granulométrie.
Et puis après, les taux d'efficience donc de mon flux, de l'ensemble de mon flux ou de chaque étape du poste. Donc on peut avoir un certain nombre d'indicateurs là qui vont me parler de l'ensemble de mon pilotage de mon processus. Et puis on va retrouver des indicateurs plutôt au terrain, donc ceux avec qui on va communiquer avec les opérationnels du terrain, avec les différents collaborateurs. L'idée, c'est de trouver des indicateurs qui parlent à une seule question, c'est est-ce qu'on a passé une bonne journée? Et comment j'arrive à matérialiser cette bonne journée sur un indicateur? Donc les réclamations, est-ce que j'ai tenu les objectifs du planning? Est-ce qu'il y a eu des accidents, des incidents? Et ça, c'est extrêmement important d'avoir des indicateurs où chaque personne, chaque collaborateur retrouve sa performance dans l'indicateur. Si dans votre tableau d'affichage, vous avez un indicateur où personne ne sait comment il est calculé, ou alors que l'équipe fait une mauvaise journée et que l'indicateur ne bouge pas, ça veut dire que votre indicateur ne sert à rien. Vous n'êtes pas dans l'indicateur qui va vous servir à piloter et donc à voir les écarts. Encore une fois, on est dans le apprendre à voir. Et si l'indicateur ne montre rien, eh ben, c'est qu'il ne sert à rien. Tout ça, tous ces indicateurs-là vont être animés avec un certain nombre de rituels. Alors, on parle d'animation à intervalles courts, donc c'est des choses qu'on fait tous les jours, toutes les semaines, etc. Tout dépend de vos organisations, où là, on va avoir les chefs d'équipe ou les managers de proximité qui vont parler avec leurs équipes. Donc, c'est des petits points qui durent 5 minutes, un quart d'heure en fonction des niveaux de pilotage. Le but, c'est de faire un état de la situation et de parler performance un petit peu tous les jours. Et donc de construire un plan d'action des différentes améliorations qu'on va pouvoir avoir. Les managers de proximité, ils peuvent aussi faire des tours de terrain, c'est-à-dire aller voir sur leur terrain au quotidien ou plusieurs fois, d'aller voir un certain nombre d'écarts par rapport à un standard, de choses qui peuvent se passer pour être dans l'anticipation, montrer qu'ils sont présents et qu'ils sont au contact de leurs équipes. Et puis le troisième, là, on est plutôt sur des niveaux chefs d'équipe, qui travaillent justement en équipe, se passer les consignes pour être sûr qu'il y ait une continuité de l'information dans la journée pour éviter de refaire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un certain nombre de rituels. Et puis, dans ces rituels, on a aussi le travail du superviseur, donc du management de proximité, de se dire finalement, c'est quoi le rôle du manager de proximité? Est-ce qu'il a le temps de faire son management? Est-ce qu'il a le temps de faire son pilotage? Et donc de se dire finalement, par une observation, par une journée type, est-ce qu'il fait de la prévision, est-ce qu'il fait que de l'administratif, est-ce qu'il fait que de la résolution de problèmes, et est-ce que du coup il a le temps de faire un peu de formation, un peu d'anticipation, etc. Donc l'idée, c'est souvent on va vers un agenda type où on va retrouver un certain nombre de rituels. Et tout ce qu'on vient de dire finalement va dans le sens, c'est-à-dire qu'on va retrouver notre pyramide de pilotage où finalement on a des objectifs et des standards à atteindre, régulièrement par des indicateurs ou du management visuel, du 5S, tout ce que vous voulez, va nous permettre de voir des choses et donc analyser et constater des écarts. Et ces écarts nous amènent vers la résolution de problèmes ou des chantiers d'amélioration quand les problèmes sont un peu plus organisés et de redéfinir de nouveaux standards. Et on rentre dans une boucle vertueuse qui est la boucle de l'amélioration continue. Et donc les outils qu'on a utilisés ce sont des outils qui se mettent au service de cette démarche. Et notre démarche, DMAIC, ici, qui va nous permettre de surtout ne pas sauter tout de suite sur les solutions et donc de bien se poser les bonnes questions et aussi de se dire comment je vais contrôler que les actions que j'ai mises en place ont bien porté leurs fruits. Et donc tous les outils qu'on a pu voir, plus d'autres évidemment, vont venir s'intercaler dans les différents moments de cette démarche pour pouvoir aider les collaborateurs. Alors, tous ces outils, c'est des outils où on va plus loin dans les formations. Donc les formations Yellow Belt qui sont là pour les utilisateurs du quotidien de ces outils. Donc c'est les personnes du terrain ou qui vont être en mesure d'analyser leur valeur ajoutée, d'analyser aussi ou d'animer des animations à intervalles courts. Les formations Green Belt qui vont être là pour des personnes qui vont animer des projets, des chantiers locaux. Et puis on va avoir les formations Black Belt qui sont pour les pilotes de la transformation ligne de l'entreprise ou un peu plus transverse.
toutes ces formations amènent à des certifications. Donc XL est certifié auprès de France Compétences par rapport à la nouvelle réforme de la formation. Et toutes ces formations vous pouvez les retrouver sur l'appli Mon Compte Formation, qui est la nouvelle appli maintenant pour s'inscrire sur des formations qui sont finançables avec votre CPF. Voilà, j'ai été un peu rapide sur la fin, mais c'est aussi pour laisser le temps à répondre aux différentes questions. Donc on va passer tout de suite aux questions. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Du coup, ça nous laisse à peu près 10 minutes pour regarder l'ensemble des questions et y répondre. Du coup, il y a eu un grand nombre de questions, donc on n'aura pas le temps de répondre à tout, parce qu'il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup. Du coup, on va essayer de répondre au maximum. Voilà. Alors, hop, du coup, on essaie de bien regarder toutes les questions. Est-ce que c'est bon de votre côté, Cyril et Laurent? Oui? Alors, j'ai vu passer une question sur le DMAIC, donc il me semble qu'on a répondu du fait que c'était un peu la même chose. Quelqu'un qui nous demande comment mener un état des lieux initial qui permettra d'identifier les différents chantiers d'amélioration. Là, Cyril, on peut parler du diagnostic. Exactement. Donc, quand on démarre une démarche de transformation, la première des choses, c'est que l'on va diagnostiquer, on va regarder comment fonctionnent les choses. On va essayer de mesurer l'état de maturité de l'organisation. Et parfois, pour mesurer l'état de maturité, eh bien, un des outils, parmi les outils que l'on va utiliser, on va trouver la VSM, on va trouver le diagramme de flux, voilà, qui vont être factuels, qui vont nous permettre de comprendre l'organisation, voir là où il y a des redondances. Oui, tout à fait. Donc, la plupart des outils que vous avez vus aujourd'hui, c'est des outils qu'on utilise en diagnostic, bon, plus d'autres, mais globalement, plus des choses qui parlent plus de pilotage, mais c'est la chose qu'on va mener en premier lieu. La question alors, je ne l'ai choisie pas, mais c'est la suivante sur la liste, qui me dit que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de milieux industriels quand on parle de Lean. Moi, je suis beaucoup intervenu dans les sociétés de services, les mutuelles, les assurances, les banques, les bureaux d'études, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose, ces démarches sont absolument reproductibles. Les outils, à peu près aussi. Il faut des fois interpréter les choses un petit peu différemment, mais c'est des choses qui sont absolument reproductibles. Et quand on parle industrie, on parle production de série, mais absolument pas que, puisque dans la production de prototypes, là on va plutôt regarder nos processus d'ingénierie, nos processus de conception, et puis derrière regarder les différents déplacements. Enfin, on n'est absolument pas lié forcément à la série. Ça peut très bien être de l'unitaire. Moi, j'interviens dans des processus de fabrication de charpente où aucune charpente est identique, mais il faut être des industriels du spécifique. On intervient dans beaucoup d'entreprises qui fabriquent des prototypes, et donc forcément, on va avoir les mêmes choses. Alors forcément, il ne faut pas aborder les choses. Le copier-coller est totalement impossible dans quelles que soient les entreprises. C'est pas parce qu'on a fait des démarches dans une entreprise de charpente A que le même client, un autre client de charpente B, eh ben, ce sera un environnement totalement différent et il faudra reprendre les choses en fonction des typologies évidemment de chaque entreprise. On voit une autre. La suivante que nous avons, c'est comment intégrer une démarche Lean dans une démarche ISO 9001. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, maintenant, dans la norme ISO 9001, on parle d'amélioration continue. Et donc, l'amélioration continue, finalement, le Lean, c'est de l'amélioration continue. Alors, parmi les points de vigilance, tout à l'heure, Cyril parlait de sécurité, évidemment. C'est comme pour la sécurité. Quand on apporte une modification sur un processus, de sorte à réduire le temps de réglage ou aller faire la machine un peu plus vite,
La première des choses, c'est de s'assurer qu'évidemment, on ne va pas recréer un autre problème, et notamment d'abord un problème de sécurité. Eh bien, pour l'ISO 9001, c'est pareil. On va s'assurer qu'en modifiant notre machine, pour accélérer notre flux, on ne va pas créer un problème qualité. Donc, on va entourer notre système Lean, notre démarche d'amélioration continue, par des contrôles qui sont des contrôles de bon sens et qui font partie intégrante de l'ISO 9001. Les goulots, j'ai pas parlé des goulots, c'est vrai qu'on parle équilibrage, évidemment, quand on va faire on va analyser nos takt time et nos demandes clients, on va, en fait, sur le graphique, on va identifier différentes choses, on va identifier évidemment nos goulots d'étranglement. Alors le goulot, pour tout le monde, c'est notre limitateur de capacité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas produire plus vite qu'est capable de produire notre goulot. Et globalement, toute l'énergie qu'on a à mettre pour l'amélioration, il faut qu'on la mette sur le goulot. Donc que ce soit la gestion des encours, la qualité, la gestion des gaspillages, enfin, globalement, l'encours, le goulot, il doit prendre le pack complet, parce que finalement, une minute gagnée sur le goulot, c'est une minute gagnée pour l'entreprise. Donc, alors que le poste qui est en amont, qui n'est pas goulot, si vous faites des améliorations dessus, à part augmenter l'encours en amont du goulot, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, voilà, donc évidemment, la réflexion autour des goulots est fondamentale et ça fait partie des premières choses qu'on va regarder. La notion de buffer dans le DDMRP, alors la notion de buffer, le buffer c'est un stock d'encours qui va nous permettre de suffisamment bien dimensionné pour prendre une production normale et accepter un certain nombre de variabilités. Donc il est juste dimensionné par rapport à un certain nombre de paramètres qu'on va utiliser. Donc le buffer, c'est ça. En fait, c'est un tampon. C'est un tampon qu'on a dans notre processus qui encaisse les variabilités. Parce qu'il y a un effet classique qui est l'effet bullwhip, c'est-à-dire que c'est l'effet de fouet, c'est-à-dire que votre client qui fait une petite variabilité, et l'effet de fouet amplifie la variabilité jusque chez le fournisseur qui, lui, prend le mur du son. Donc voilà, l'idée, c'est que les buffers vont casser ces effets de variabilité dans les processus. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme question là ensuite? J'avais vu une question sur le Six Sigma. Ouais, sur le Lean et le Six Sigma, effectivement. Donc là, il n'y a pas conflit entre le Lean et le Six Sigma. Les deux sont parfaitement complémentaires et l'un va avec l'autre. Le Six Sigma, on va dire qu'on est sur une utilisation un peu plus poussée, enfin beaucoup plus poussée même des data pour les traiter avec des outils statistiques qui vont nous permettre d'émettre des tendances, de faire des hypothèses, pour faire en sorte que finalement, si on peut gagner du temps dans nos recherches de solutions parce qu'on aura modélisé certaines hypothèses par les outils statistiques, et bien on va gagner du temps. Voilà. Les deux sont complètement compatibles. Quand on parle du DMAIC, le DMAIC vient initialement, le séquençage en DMAIC, ça vient du Six Sigma. Et en fait, pour ceux qui sont un peu courbe de Gauss, en fait, le Lean va recentrer la gaussienne et le Six Sigma va limiter la variabilité de la gaussienne, réduire la dispersion. Voilà. Donc les deux sont compatibles. Vu qu'on fait essentiellement du Lean, on a tendance à dire qu'il vaut mieux commencer par une bonne grosse démarche Lean de gros bon sens, et après on va attaquer, on va aller chercher des fruits importants par la réduction de la variabilité au niveau des outils. Et le Six Sigma nécessite déjà de la data, et de la data qui soit fiable. Alors très souvent, par le Lean, on va identifier déjà les endroits où on a besoin de data. On essaie d'en prendre une dernière. Ça, Six Sigma, voilà. Je ne sais pas si revenir sur l'explication du BPC. Bon premier coup. Alors, le BPC, donc c'est un indicateur qui s'appelle le RTY aussi en anglais, le Raw Throughput Yield. En fait, c'est un indicateur où on va prendre chaque taux de qualité de chaque étape du processus et on va multiplier ces taux de qualité les uns aux autres pour avoir l'indicateur global de qualité du processus. L'idée de ça,
c'est que la pire des problèmes qualité qu'on puisse avoir, c'est les problèmes qualité dont nous parlent nos clients. C'est-à-dire que la qualité, on doit la résoudre en famille, hein, et nos clients ne doivent pas nous parler de nos problèmes qualité. En termes d'image, c'est pas bon. Donc l'idée, c'est de capter la qualité à l'endroit où elle se crée. Et un des outils qu'on utilise aussi pour montrer ça, c'est les matrices d'auto-qualité dont on n'a pas parlé ici, qui sont des bons outils pour montrer les endroits où on détecte la non-qualité par rapport à l'endroit où elle se crée, et d'essayer de progresser sur au moins nos niveaux de détection, détecter là où on crée, donc avec des andons, avec des poka-yoke, ou d'autres choses. Et après, on va s'attacher à limiter nos causes de problèmes qualité. Voilà, donc on a fait à peu près le tour des questions. Oui, pas d'autres questions. Donc on vous remercie. Les autres questions, on essaiera d'y répondre en particulier individuellement à ceux qui les ont posées. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Cyril et Laurent du coup pour cette webconférence qui était très riche avec beaucoup de questions. Vous avez réussi à répondre à la plupart, donc c'est vraiment cool. Sachez, pour ceux qui n'ont pas eu les réponses à leurs questions, vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux, via notre site internet. Il n'y a vraiment pas de problème, on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, juste pour conclure, je vous laisse prendre connaissance des prochaines webconférences pour l'année 2020. Donc ça va être les deux premières. Une première webconférence le 17 janvier où on vous parlera plus de nos formations certifiantes qui sont inscrites depuis peu au répertoire spécifique. Et nous aurons ensuite une webconférence le 21 février sur booster et optimiser votre supply chain. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Merci beaucoup à Cyril et Laurent pour cette animation et merci à tous pour votre attention.